cette vidéo sur la magie de la douceur. Je m'appelle Caroline Desurani, je suis coach, thérapeute et auteure de nombreux livres de développement personnel. Aujourd'hui, je vais vous parler de la douceur parce que c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur. C'est quelque chose qui m'a accompagnée toute ma vie. C'est une découverte que j'ai faite en suivant moi-même des thérapies et qui m'a aidée à m'apprendre à m'aimer, à m'accepter en tant qu'hypersensible. Et je pense que de manière plus large, la douceur peut changer le monde. On vit dans un monde très difficile, où il faut tout le temps se battre, en tout cas c'est la sensation qu'on peut avoir, et je suis persuadée qu'on peut apprendre à vivre différemment. Et c'est ça que je voudrais vous transmettre. Pourquoi c'est important pour moi de vous parler de la douceur ? C'est parce qu'on vit, je trouve, dans un monde d'extraversion. Un monde où ce qui est mis en valeur, c'est surtout ce qu'on voit à l'extérieur et c'est l'action. On n'est jamais dans le repli sur soi, dans le ressenti intérieur, dans le calme. Toutes ces notions sont plutôt généralement mal vues ou mal perçues. Si vous refusez de sortir le soir parce que vous avez envie de rester au calme et de lire un livre, rares sont les gens qui vont comprendre ce désir. Et de cette manière, peu à peu, on arrête de s'écouter, on fait beaucoup d'efforts et on essaye de s'adapter à tout prix à ce monde extraverti. Seulement, une personne sur deux est plutôt introvertie. Alors, ce serait intéressant de pouvoir se pencher sur la question et de se demander si on a vraiment envie de se battre dans ce monde, de toujours se forcer pour rentrer dans des cases, pour essayer de correspondre à ce qu'on a l'impression qu'on nous demande, ou si on pourrait faire autrement. L'énergie du monde, je ne sais pas si vous connaissez le yin et le yang. Le yang connu un peu comme l'énergie masculine, qui est une énergie de combat, une énergie où on montre sa force. Et le yin, qui est l'énergie connue comme l'énergie plus féminine, qui est l'énergie de la douceur et qui va être plus vers l'intérieur, vers les sentiments, vers l'écoute de soi. Et en fait, équilibrer le yin et le yang est, selon la vision taoïste, la meilleure façon d'avoir une vie agréable, douce et équilibrée. Du coup, vu qu'on vit dans un monde très yang, je pense qu'il est intéressant de pousser un petit peu du côté yin et d'aller voir ce qui s'y passe. La souffrance dans notre monde est valorisée, c'est-à-dire on va vous dire « Ah ben il faut souffrir pour être belle » ou « Souffrir au travail va paraître normal à tout le monde ». Il faut se forcer, il faut faire des efforts, il faut forcément faire des études qui nous font souffrir. Et on ne se pose souvent même pas de questions, tellement ça paraît naturel d'aller vers la souffrance. D'ailleurs, souvent, si vous voyez quelqu'un qui réussit et qui a l'air de réussir facilement, eh ben ça va engendrer beaucoup de jalousie. J'en sais quelque chose parce que à une époque, je m'occupais d'un blog mode et ce blog était assez connu et je donnais l'illusion de ne pas faire beaucoup d'efforts, c'était pas une réalité. Mais cette illusion m'a coûté très cher parce qu'il y avait énormément de personnes qui étaient persuadées que parce que je faisais quelque chose qui semblait agréable, je ne méritais pas le succès que j'avais à cette époque. Donc la souffrance est vraiment devenue une espèce de norme. Et je pense qu'on n'est pas obligé de souffrir pour réussir, bien au contraire. Que justement, la souffrance devrait être un indice comme quoi on n'est pas au bon endroit. Si on est obligé de trop se forcer, c'est que ça va nous empêcher de réussir à un moment. Si vous prenez deux personnes qui travaillent dans le même domaine et qui toutes les deux ont une ambition, mais l'une va devoir faire énormément d'efforts pour y arriver et pour l'autre, ça va être complètement naturel. C'est forcément celle pour qui c'est naturel qui va mieux y arriver. C'est la force des choses. Donc se forcer n'est pas une bonne direction. On est dans un monde qui est en train de changer, d'évoluer, et j'ai bon espoir que petit à petit, les femmes
reprennent le dessus sur la vision du monde et que les personnes introverties, les personnes hypersensibles trouvent enfin une place. Alors on dit les femmes parce qu'on associe le yin aux femmes, mais beaucoup d'hommes aussi sont plutôt dans cette énergie-là, cette énergie de douceur, de calme et d'harmonie. Donc j'aimerais qu'on aille tous dans cette direction ensemble et je vais vous montrer comment. Mais avant de vous expliquer comment s'y prendre, j'aimerais vous expliquer ce que c'est que la douceur pour moi. Pour moi, la douceur, c'est d'apprendre à s'écouter plutôt que de se faire violence. S'écouter, ça va être écouter son intuition, écouter son envie, aller dans la direction qui nous tente le plus plutôt que de se forcer à aller dans une direction qui n'est pas naturelle. C'est aussi être gentil avec soi, ne pas se faire sans arrêt de reproches, se répéter qu'on est nul ou qu'on n'est pas intéressant ou que nos qualités ne sont pas les bonnes ou qu'on a trop de défauts. Être doux avec soi, c'est aussi s'occuper de ses besoins, prendre soin de soi dans le sens pur du terme, être comme une bonne mère avec soi et subvenir à chacun de ses besoins essentiels et pour ça, les connaître évidemment. Et aussi, enfin, la douceur, c'est accepter d'être dans l'énergie de la réception, de la gratitude, plutôt que d'être sans arrêt dans l'insatisfaction. Insatisfaction à laquelle nous pousse beaucoup le monde dans lequel on vit, qui nous incite à toujours vouloir plus. Mais alors, à quoi ça sert d'être doux avec soi et avec les autres? On gagne en confiance. C'est le premier avantage, puisque au lieu de se reprocher les choses, au lieu de ne voir que le négatif, on voit ce qui est bon en soi. Quand on est doux avec soi, on se respecte. Et quand on se respecte, on augmente sa confiance en soi. C'est aussi l'harmonie. Quand on est dans une énergie yang, de guerre, on est en mode guerrier, on a les armes. Et là, avec la douceur, on va lâcher les armes. On va poser les armes et on va pouvoir vivre en harmonie avec son entourage, avec les personnes autour de soi au travail, avoir de meilleures relations avec tout le monde. La douceur, elle va vous permettre aussi de lâcher prise. Quand on est dans une énergie dure, dans une énergie de bataille et d'extériorisation, on a du mal à lâcher prise parce qu'on s'accroche au résultat. Quand on est dans la douceur, on laisse faire, on observe, on prend son temps et on sait que la vie va nous porter. Et quand la vie nous porte, et ça c'est le bénéfice à mon sens le plus essentiel de la douceur, on se retrouve dans le fameux flow. Vous savez, cette énergie dynamique, magique, dans laquelle tout vous réussit, tout est évident, tout est fluide. Une énergie qu'on ressent souvent quand on prend la bonne direction. Et être dans la douceur, être dans le naturel, c'est ce qui va vous permettre d'intégrer ce fameux flow. Alors comment faire pour se mettre dans l'énergie de la douceur? La première chose à faire, c'est d'apprendre à s'écouter. Vous pensez sûrement que vous êtes à l'écoute de vous-même. Seulement, malheureusement, c'est quelque chose qu'on perd de vue. On ne s'en rend même pas compte. On cherche les réponses à l'extérieur. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce que dans l'enfance, souvent, les parents croyant bien faire, on dit, par exemple, « Mets ton pull, il fait froid. » Non, j'ai pas froid, vous avez répondu. Parce que votre corps vous disait que la température était parfaite. Et là, vos parents ont insisté. « Ben si, il fait froid, mets ton pull, tu vas tomber malade. » Et là, ce que vous avez enregistré, c'est que l'information que vous a donnée votre corps n'était pas bonne, puisque les parents ont toujours raison dans la tête des enfants. Et vous avez enregistré que non seulement votre corps vous ment, mais qu'en plus,
ce qu'il vous propose de faire vous met en danger. Parce que si vous ne mettez pas ce fameux pull, vous allez tomber malade. Donc, le corps vous donne des mensonges qui sont carrément dangereux. Et ça se répète pendant toute l'enfance. Finis ton assiette, j'ai plus faim. Parce que votre corps vous dit que ça y est, vous avez assez mangé. Ah non, finis ton assiette parce que sinon, tu ne vas pas grandir. Mais dans ce cas, votre corps à nouveau vous ment. Et en plus, il vous met dans un grand danger, celui de rester petit toute votre vie. Et donc, on enregistre comme ça pendant toute son enfance, mais sans avoir des parents méchants ou ayant une mauvaise volonté, juste parce qu'ils ont voulu vous protéger ou vous aider. Vous avez enregistré que l'information qui vient de vous est mauvaise et que la bonne information, elle vient de l'extérieur. Et du coup, vous avez appris petit à petit à ne plus vous fier à vos ressentis et à vous baser entièrement sur celui qui se place en expert. L'expert, vos parents, puis vos professeurs, puis parfois vos amis plus expérimentés, ou les gens qui parlent à la télé, ou les personnalités. Et donc vous cherchez constamment les réponses à l'extérieur. C'est ce qui fait que vous allez être dur avec vous-même. Parce que quand on cherche la réponse à l'extérieur et qu'on pense que ce qu'on ressent est faux, on s'en veut. On se dit mais non, je ne devrais pas ressentir ça. Et on étouffe encore plus les ressentis. Donc l'objectif, ça va être de réapprendre à s'écouter. C'est un apprentissage qui peut se faire très rapidement parce qu'en fait, il suffit de se reconnecter à son corps. Le corps donne des informations et même si vous avez oublié de les écouter, lui, il est toujours là. Et s'il se rend compte que vous vous mettez à nouveau à prendre l'information, il va être ravi et il va la fournir, cette information. Donc la seule chose que vous avez à faire, c'est de renouer avec votre corps en réapprenant à en écouter les signaux. Par exemple, vous pouvez faire un exercice qui est très rigolo. Vous prenez une plante ou un arbre que vous mettez devant vous, ou si vous êtes dans la nature, c'est encore mieux, et vous dites à cet arbre un gros mensonge sur vous, quelque chose qui est complètement faux. Par exemple, je déteste le chocolat. Et vous fermez les yeux et vous essayez de ressentir ce que dit votre corps à ce moment-là. Comment ça bouge dans le corps? Est-ce qu'il y a des tensions? Où est-ce que sont ces tensions? Et puis de la même manière, vous allez dire le contraire à cet arbre. J'adore le chocolat. Et là aussi, vous fermez les yeux et vous essayez de voir, de scanner votre corps. Où est-ce que ça se situe? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous dites quelque chose de vrai et d'important pour vous? En faisant ce petit exercice, vous allez repérer des signaux que votre corps vous donne devant la vérité et devant le mensonge. Ça peut être très utile dans certaines situations puisque vous aurez exactement les mêmes informations de la part de votre corps quand vous serez face à quelqu'un qui ment ou face à quelqu'un qui vous dit quelque chose de vrai. Je vous propose qu'on fasse une petite méditation, visualisation guidée pour vous reconnecter dès aujourd'hui à votre corps. Donc vous pouvez installez-vous confortablement. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour aller vous mettre dans un endroit où vous êtes vraiment bien, où vous pouvez vous adosser avec un bon coussin. Prenez un plaid parce que parfois quand on se détend, même si ça ne va pas durer très longtemps, on peut se refroidir. Et du coup, ça crée un inconfort, ce serait dommage. Prenez un plaid bien doux et revenez mettre la vidéo en marche quand vous êtes prêt. Vous allez fermer les yeux
et commencez à vous concentrer uniquement sur votre respiration. L'air qui entre, frais dans vos narines, l'air qui sort, chaud sur le dessus de vos lèvres. Tout doucement, sans changer votre façon de respirer, juste en vous concentrant sur le circuit de l'air en vous et sur ce que ça vous fait. Comment ça vous fait sentir vivant d'avoir cet air qui entre et qui sort. Comment ce bercement vous détend, vous fait du bien. Imaginez que chaque inspiration vous détend encore plus et chaque expiration éloigne de vous vos soucis, toutes les perturbations, tout ce que vous avez en tête en ce moment. Imaginez que tout est doux pour vous, tout est agréable. Qu'aujourd'hui, là maintenant, il n'y a plus aucun souci. Et puis vous allez, tout doucement, commencer à scanner votre corps. Imaginez que vous êtes une toute petite cellule et que vous allez vous déplacer dans votre corps pour aller voir ce qui s'y passe. Vous pouvez commencer par le cœur et descendre en passant par le ventre, les intestins, descendez dans les jambes. Faites d'abord un tour complet sans vous arrêter. Remontez, repassez par le ventre, descendez dans les bras et remontez à la tête. Puis refaites ce scan avec l'intention de voir où se situent les tensions dans votre corps. Est-ce que votre corps a aujourd'hui quelque chose à vous transmettre pour rendre votre vie plus douce? Faites ce scan et quand vous arrivez à un endroit que vous trouvez un peu tendu, ou chaud, ou froid, arrêtez-vous. Imaginez que cette toute petite cellule avec laquelle vous avez fait le tour de votre corps se trouve maintenant dans cet endroit. Et concentrez-vous sur vos ressentis. Est-ce que c'est chaud ou froid? Est-ce que vous êtes compressé ou libre? Quelles sont les sensations liées à cette position? Est-ce que c'est tendu? Et si c'est tendu de quelle manière? Est-ce que c'est les muscles qui sont très tendus? Est-ce que c'est les nerfs? Qu'est-ce qui se passe exactement? Et essayez de voir s'il y a une émotion qui vient, une émotion liée à cette sensation. Est-ce que vous vous sentez étouffé et ça vous fait peur? Est-ce que vous vous sentez écrasé par un genre de tristesse? Est-ce que vous avez envie de tout casser et ça vous met en colère? Qu'est-ce qui se passe en vous, à cet endroit de votre corps? Et quelle que soit l'émotion qui arrive, ne la jugez pas. Accueillez-la. Accueillez-la comme si c'était une amie. Parce que c'est une amie. Elle vient vous dire ce qui ne va pas. Elle vient exprimer quelque chose qui est resté bloqué à cet endroit, parce que votre corps se souvient de tout. Et juste, laissez-vous traverser pleinement par cette émotion. Ne cherchez pas à l'étouffer ou à la faire partir, au contraire. Acceptez-la telle qu'elle est, tout en sachant qu'elle ne fait que passer. Laissez-la vous traverser. Pleurez si vous avez envie de pleurer. Tapez sur quelque chose, sur le coussin à côté de vous si ça vous dit. Faites ce qu'il faut pour que l'émotion qui est là puisse s'exprimer. Vous pouvez aussi le faire en visualisation. Si vous n'avez pas envie de bouger, vous pouvez vous imaginer en train de casser la figure à quelqu'un qui vous énerve ou en train de pleurer au bord d'une rivière. Faites ce qui vous semble bon pour laisser passer cette émotion et lui permettre de sortir.
puis respirez. Respirez à cet endroit de votre corps. Respirez doucement, sans forcer, juste en laissant partir les dernières bribes de cette émotion par la respiration. Laissez la respiration vous soulager. Terminez de nettoyer, de libérer cet endroit dans votre corps. Puis constatez, revenez voir en tant que toute petite cellule dans cet endroit et observez comment vous vous sentez. Est-ce que l'émotion est toujours là? Est-ce que vous êtes plus léger? Est-ce que cet endroit est libéré? Puis, en fonction de ce que vous avez ressenti, vous pouvez continuer à respirer pour terminer l'évacuation de cette émotion. Et vous pourrez éventuellement y revenir, parce que si c'est une émotion très forte, elle aura peut-être besoin que vous refassiez cette session. À ce moment-là, vous pouvez remettre la vidéo au début de la relaxation et recommencer. Sinon, si vous vous sentez mieux, si ça va, si vous êtes libéré, alors à ce moment-là, vous pouvez commencer à bouger votre corps, à vous étirer, à bâiller, et puis vous ouvrez les yeux quand vous êtes prêt, à votre rythme. Si vous n'avez pas réussi à faire cette relaxation, si vous n'avez rien vu ou si c'était compliqué pour une raison ou pour une autre, ce n'est pas grave. Vous pourrez réessayer un autre jour. Ça viendra quand ça viendra. Il y a des jours où les émotions ne veulent pas sortir. Il y a des jours où le corps ne peut pas communiquer. Il y a trop de stress, trop de pensées parasites. Donc ne vous en voulez surtout pas. Dites-vous que vous pourrez le refaire plus tard. Un autre point important pour être doux avec soi, c'est d'apprendre à se respecter. Vous allez me dire, mais moi je me respecte. Oui, mais souvent on ne se rend pas compte à quel point on peut être méchant avec soi. Imaginez, vous cassez un verre. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Souvent on se dit, mais quelle nulle, quelle maladroite, on se juge, on râle. On se dit, mais vraiment, j'aurais pu faire attention, j'en ai marre, je casse tout le temps des verres. Imaginez qu'une amie vienne chez vous et casse, allez, même votre verre préféré. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Est-ce que vous allez lui dire qu'elle est nulle? Qu'elle est maladroite? Non, vous allez plutôt essayer de la rassurer, de lui dire, c'est pas grave, j'en retrouve rien. T'inquiète pas, ça arrive. Et vous allez la rassurer, voire la consoler. Pourquoi ne pas agir de la même manière avec vous-même? Pourquoi une telle différence? Alors la prochaine fois que vous faites quelque chose et que vous avez envie de vous le reprocher, la prochaine fois que vous agissez de travers selon votre regard, essayez d'imaginer que vous êtes votre meilleur ami. Et essayez de vous parler comme vous lui parleriez. Autre point, pour se respecter, c'est essayer de repérer ce qu'on se reproche tout le temps. On s'en veut souvent d'être soi. Alors on se trouve d'horribles défauts, on veut changer à tout prix, on veut surtout éviter d'être soi. Et en réalité, c'est une torture qu'on s'inflige. On ne peut pas être quelqu'un d'autre. Par exemple, je suis hypersensible, je suis plutôt calme, introvertie, et très longtemps, je me suis reproché d'être trop calme, trop timide, et d'être beaucoup trop renfermée, de ne pas aller assez vers les autres, et je m'en suis voulu. Mais ce que je n'avais pas vu, c'est qu'en réalité, c'est ma nature, et je ne peux pas lutter contre. Mais cette nature a des avantages. Je peux écouter les autres,
je peux les aider, analyser les situations, avoir du recul, parce que justement, je vais être plutôt en position de réception. Donc, plutôt que de me nier, j'ai décidé d'aller dans le sens de ce que je prenais pour des défauts et qui sont en réalité des qualités. Et si être soi, finalement, c'était pas si mal. Je vais vous proposer un exercice pour que, comme moi, vous puissiez repérer ce que sont ces fameux défauts que vous vous reprochez tout le temps et que vous puissiez y voir les avantages. Quel est votre pire défaut? Vous pouvez en lister 3. Vraiment le top du pire, ce qu'on vous reproche tout le temps. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour prendre le temps d'y réfléchir. Ou peut-être que ça va venir tout de suite parce que vous vous les reprochez tellement qu'ils sont là, ils sont présents. Faites votre liste et choisissez le pire du pire. Celui qui fait que vous en voulez. Celui où vous dites non, c'est pas possible qu'il y a un avantage à avoir ce défaut. Et puis, vous allez vous demander justement quel bénéfice est-ce que vous tirez de ce défaut. Par exemple, si le défaut que vous avez choisi, c'est que vous êtes paresseux, les bénéfices qu'on tire du fait d'être paresseux, c'est qu'on va se concentrer sur les tâches les plus importantes. On va limiter les actions et préserver son énergie. On va faire des choix stratégiques. Si le défaut auquel vous accrochez, qui est vraiment la pire tare pour vous, c'est la timidité, peut-être que l'avantage, ça va être d'avoir un cercle d'amis très restreint mais très proche, ou d'être à l'écoute pour les autres et de pouvoir les aider et les guider parce que vous savez les écouter. Ou de pouvoir lire tranquillement et vous cultiver et avoir une culture générale incroyable parce que justement, isolé, ça vous donne du temps pour faire d'autres choses. Chaque défaut a forcément sa facette positive. Vous en tirez forcément quelque chose, sinon ça ne serait pas là. Et puis vous allez partir de cet avantage pour aller encore un petit peu plus loin dans l'exercice et trouver derrière une qualité. Je dis une, mais souvent il y en a plusieurs. Par exemple, si on reprend l'exemple du paresseux qui optimise son temps, eh bien optimiser son temps, c'est une grande qualité, avoir le sens des priorités. Si on reprend l'exemple du timide, réussir à écouter les autres et à analyser les situations, ça, c'est aussi une magnifique qualité. La qualité de l'analyse, la qualité du recul et de la synthèse de la situation. Donc, essayez de réfléchir, chaque avantage, quelle qualité il cache. Généralement, avec un défaut, on arrive à trouver au moins 3 ou 4 qualités cachées. C'est vraiment intéressant de faire cet exercice. Et si vous trouvez d'autres défauts, vous pouvez continuer et faire ça jusqu'à ce que vous arriviez à avoir un vrai portrait de vous et pas un portrait biaisé qui est porté uniquement sur l'aspect négatif de ce que vous considérez comme vos défauts. Pour être doux avec soi, il faut aussi savoir se débarrasser de ce qu'on appelle le bourreau intérieur. Qu'est-ce que c'est le bourreau intérieur? C'est cette voix super méchante qui vous juge en permanence. Qui, quand vous vous regardez dans le miroir de la salle de bain, vous dit « qu'est-ce que t'es moche aujourd'hui ?» Cette voix qui trouve tout nul, cette voix qui critique tout ce que vous faites. On l'a tous, plus ou moins accentuée, plus ou moins violente, plus ou moins présente, mais on a tous cette petite voix désagréable qui nous trouve des torts et des problèmes, même là où il n'y en a pas. C'est intéressant pour la neutraliser, de noter, de repérer quand est-ce que vous vous dites des choses méchantes et quelles sont les petites phrases exactes que vous vous dites. En les notant, ce qui est intéressant, c'est que vous allez repérer que souvent on se répète les mêmes choses. Il y a une dizaine de phrases qui reviennent tout le temps.
suis moche, je suis nulle, je suis ceci, je suis cela. Des jugements négatifs sur vous-même, basés sur rien du tout. Alors, repérez bien ces petites phrases et vous pouvez analyser aussi si vous avez déjà entendu ces phrases dans votre vie. Est-ce qu'un parent vous disait ça? Est-ce qu'un prof vous a déjà dit ça? Des amis? Essayez de comprendre, ça vous donnera quelques éclairages sur qui est réellement ce bourreau intérieur. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller encore plus loin en vous demandant, avec un petit exercice que je vais vous proposer, est-ce que c'est vrai? Pour savoir si c'est vrai, vous prenez votre petite phrase, une des petites phrases que vous vous dites le plus souvent. Prenons par exemple « je suis nul ». Déjà, « je suis nul », c'est très vaste. Nul en quoi exactement? Alors vous pouvez noter et vous préciser. En quoi est-ce que vous êtes vraiment nul? Vous trouvez un ou deux domaines, c'est suffisant. Je suis nulle en pâtisserie et en vidéo. Ok, très bien. Est-ce que c'est toujours vrai? C'est la deuxième question à vous poser. Est-ce que vous êtes toujours nul en pâtisserie, par exemple? Ou est-ce que ça vous est déjà arrivé de réussir un gâteau? Si ça vous est déjà arrivé, à ce moment-là, vous pouvez dire « Je suis nul en pâtisserie, mais il m'arrive de réussir des gâteaux. » Si en fait ça vous arrive assez souvent et votre nullité se situe plutôt au niveau du look du gâteau, vous pouvez dire une phrase qui serait plus juste « Je suis doué en pâtisserie, mais la présentation, ça craint un peu. » Essayez de réajuster comme ça chacune des choses que vous vous dites. Et vous verrez, ça fait un bien fou de réaliser qu'en fait, la plupart des choses qu'on se raconte sont complètement fausses. Un autre point sur le bourreau intérieur, c'est que souvent, il vous reproche des choses qui ne sont pas en lien avec quelque chose que vous pouvez faire ou changer, mais qui sont votre nature profonde. Là, on en revient à l'exercice qu'on a fait juste avant des qualités et des défauts. Ce qui est de votre nature, il faut l'accepter, plutôt que d'essayer à tout prix de le changer. Jamais ça ne viendrait à l'idée d'un chat de se reprocher de ne pas nager. Jamais on demandera à un pommier de faire des framboises. Respectez votre nature, c'est le meilleur moyen de neutraliser ce petit bourreau intérieur. Et là, pour qu'il vous fiche vraiment la paix, définitivement, je vais vous proposer une petite visualisation. Donc comme tout à l'heure, je vous propose d'aller vous installer confortablement. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour aller vous mettre dans un canapé, vous allonger ou vous asseoir, mais le plus confortablement possible avec des coussins. Être bien, avoir comme tout à l'heure un plaid, éventuellement un verre d'eau, tout ce qu'il vous faut à proximité pour ne plus avoir à bouger. Je vous laisse revenir. Donc vous pouvez fermer les yeux et prendre conscience de votre environnement. Le canapé sur lequel vous êtes posé, les coussins autour de vous, les petits bruits que vous pouvez entendre, votre respiration, l'air qui entre et qui sort. Et juste comme ça, essayez de visualiser ce fameux bourreau intérieur. Essayez de lui donner un physique un peu ingrat, un peu ridicule. Un petit gros avec des boutons, une jambe en moins, un palmier sur la tête, un look un peu absurde. Un pantalon troué. Essayez de lui mettre vraiment une allure qui prête à rire. Remerciez-le, parce que quand même, il a eu un rôle important dans votre vie. Il vous a aidé, donc offrez-lui toute votre gratitude. Remerciez-le de tout ce qu'il a fait pour vous, d'avoir été là pour vous protéger,
pour vous motiver, pour vous aider à comprendre ce qu'il fallait accentuer dans vos qualités, à comprendre quels étaient vos défauts. Il a eu un rôle bénéfique. Et puis vous allez lui dire qu'aujourd'hui, ça suffit. Vous êtes en train de passer à une nouvelle phase de votre vie où vous n'êtes plus en mode combat contre vous-même. Du coup, vous n'avez plus besoin de ces indications pour savoir dans quelle direction combattre, puisqu'il n'y a plus de combat. Il est devenu parfaitement inutile. Vous le remerciez gentiment et vous lui dites qu'il est temps de vous quitter. S'il proteste, vous pouvez lui demander ce dont il a besoin pour accepter de vous laisser tranquille. Vous pouvez faire un deal avec lui. Par exemple, de temps en temps, l'appeler à l'aide si vous avez besoin de lui. Ou ça peut être de le faire partir mais accompagner. Vous lui donnez un doudou ou une mission pour l'occuper. Quoi qu'il en soit, trouvez un accord avec lui. Et quand cet accord est trouvé, vous le mettez dans une bulle rose et vous le regardez partir au loin, s'envoler et devenir de plus en plus petit, loin à l'horizon. Prenez bien le temps de le laisser disparaître dans le ciel, très très loin. Un petit point, puis plus rien. Pour ne pas laisser la place vide et ne pas risquer un retour, vous allez maintenant essayer de penser à une personne inspirante, à une personnalité que vous aimez particulièrement, à quelqu'un de doux, de gentil. Ça peut être quelqu'un de votre entourage ou même un personnage complètement imaginaire, issu d'un dessin animé ou même de votre propre imagination. Et vous allez embaucher ce personnage comme coach intérieur. Comme ça, à chaque fois que cette petite voix du bourreau reviendra et viendra vous faire des reproches, c'est le coach qui prendra la parole et qui reformulera et qui vous encouragera au lieu de vous descendre, qui au lieu de vous dire « je suis nul », vous dira « tu peux y arriver, je suis sûr que tu peux le faire, tu peux compter sur toi-même, tu vas le faire ». Passez un pacte avec ce coach intérieur qui s'engage à être là à chaque fois que vous avez besoin de lui, à chaque fois que vous l'appelez, à chaque fois que la méchanceté envers vous refait surface. Remerciez votre coach intérieur d'avoir accepté ce contrat qui va vous aider à entrer dans cette nouvelle phase de votre vie. Cette phase où vous allez vous respecter, vous écouter et être doux avec vous. Puis quand vous êtes prêt, plein de cette joie d'avoir embauché un coach intérieur, vous pouvez revenir ici et maintenant en reprenant contact avec les coussins, avec le canapé, puis en commençant à bouger les extrémités, les mains, les pieds. Vous pouvez vous étirer et bâiller si vous en ressentez le besoin. Et respirez. Respirez cette joie de vivre, cette joie intérieure, d'être libéré de votre bourreau et d'avoir trouvé de l'aide à l'intérieur de vous. Un autre aspect pour être doux avec soi, c'est de respecter ses besoins. Qu'est-ce que c'est respecter ses besoins? Mais déjà, c'est les connaître, en prendre compte et chercher à les combler, comme le ferait l'archétype de la bonne mère. Vous savez, cette mère parfaite qu'on aspire tous à être, qu'on n'est jamais en réalité, mais on peut essayer d'être au moins une bonne mère pour soi. Que fait une bonne mère? Une bonne mère, elle rassure,
elle écoute, elle berce, elle calme. Et à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, vous pouvez vous demander que ferait une bonne mère dans cette situation? Que dirait une bonne mère? Par exemple, vous échouez à un examen. Et bien, si vous échouez, vous allez vous en vouloir. Vous allez encore faire revenir ce bourreau intérieur et être méchant avec vous. Mais en réalité, si vous vous comportez en bonne mère envers vous-même, vous allez vous trouver de bonnes raisons d'avoir échoué, ou presque des avantages à cette situation, ou vous allez vous complimenter sur les efforts que vous avez faits. Certes, ça ne vous fera pas avoir l'examen, mais ça ne sert à rien de vous blâmer, ça va vous faire du mal et ça ne vous donnera pas non plus l'examen. La culpabilité n'apporte absolument rien, ça ne fait que manger votre énergie. Alors, ça ne coûte rien de vous comporter plutôt en bonne mère et vous encourager et surtout vous pardonner. C'est la notion la plus importante. Dans la vie, quand on fait des erreurs, quand on crée des accidents, quand on a des problèmes, on a tendance à s'en vouloir terriblement. Et s'en vouloir n'apporte strictement rien. Ça ne va pas réparer la situation, ça ne va pas consoler les personnes à qui vous avez éventuellement fait du mal, ça ne va pas vous apporter ce que vous n'avez pas réussi à avoir, ça va juste manger votre énergie, vous écraser et vous empêcher de réparer réellement la situation ou d'agir pour faire en sorte que la situation s'arrange. Donc, pardonnez-vous. Vous pouvez utiliser la technique Ho'oponopono pour vous pardonner. C'est une technique hawaïenne. Sur une île, on ne peut pas rester fâché trop longtemps. Donc, c'est une technique de pardon. C'est un genre de mantra qu'on se répète. C'est désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé d'avoir créé cette situation. Je reconnais ma part de responsabilité. Pardon, je te pardonne. Donc là, ça peut être aussi je me pardonne. Merci de m'avoir fait vivre cette situation, cette expérience enrichissante. Et je t'aime. Je continue mon chemin auprès de toi. Ce rituel hawaïen peut vraiment vous aider, si vous le faites face à un miroir, à accepter, à vous pardonner et à amplifier votre amour de vous-même. Parce que oui, c'est important de s'aimer et de s'envoyer de l'amour. Ça peut avoir l'air un peu neuneux comme ça, mais c'est vraiment essentiel. On ne peut pas vraiment aimer les autres si on n'apprend pas à s'aimer soi-même. Et quand on n'arrive pas à se pardonner soi-même, c'est impossible de pardonner les autres. Et sans vouloir, comme en vouloir aux autres, c'est juste une énergie négative que vous gardez à l'intérieur et qui vous pourrit l'existence. Donc pour être doux avec vous, prenez soin de vous. Et prendre soin de soi, c'est surtout apprendre à se pardonner. Une autre façon de prendre soin de soi, c'est de s'accorder du temps. On est dans un monde où on est souvent dans l'urgence. On a trop de choses à faire, on est trop occupé. Et on n'a jamais le temps de prendre soin de soi. Ce qui est dommage, parce qu'en fait, si vous aviez une réelle urgence, ce que vous considérez en tout cas comme une réelle urgence, vous êtes au bureau, imaginons, vous travaillez aujourd'hui, on vous appelle pour vous dire qu'il y a une fuite chez vous, dans votre maison. Votre sous-sol est en train d'être entièrement rempli d'eau. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous organisez pour avoir votre demi-journée libre, vous allez chez vous, vous trouvez un plombier et vous faites tout ce qu'il faut pour que cette situation soit résolue. Eh bien, on devrait faire la même chose pour prendre soin de soi. C'est une urgence du même niveau d'amplitude parce que si vous êtes épuisé, si vous êtes mal, vous ne serez plus capable de rien faire. Et comme une maison inondée ne peut plus être habitée, vous ne pourrez plus travailler. Donc, prendre soin de vous, c'est essentiel et c'est tout aussi urgent que n'importe quelle urgence que vous considérez prioritaire.
Prendre soin de soi, c'est aussi être conscient de ses besoins et les combler. Comment est-ce qu'on peut bien connaître ses besoins? Il y a la pyramide des besoins, les besoins primaires, d'être logé, d'être en sécurité, d'avoir un toit, de manger à sa faim, se nourrir. Mais la priorité absolue, c'est la plus difficile à trouver, c'est ce qui est bon pour soi, ce qui a du sens pour soi, ces véritables besoins intérieurs. Une fois qu'on a comblé les besoins de base. Comment connaître ces besoins? Eh bien, le biais le plus intéressant, c'est de passer par vos peurs. Ce qui vous fait le plus peur va cacher vos besoins les plus importants. Donc, je vous propose un petit exercice. Vous allez prendre un crayon à papier et vous allez noter vos 10 plus grandes peurs. Ce qui vous effraie le plus dans la vie. Vous listez. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour avoir le temps de réfléchir. Ou si elles vous viennent tout de suite, vous pouvez les écrire. Et dans cette liste de peurs, vous allez choisir celle qui est vraiment la plus effrayante, la pire de toutes. Et ça va être très intéressant de l'analyser pour voir ce qu'il y a derrière. Derrière chaque peur, il y a toujours un besoin. Si par exemple la peur qui vous paralyse, c'est la peur de parler en public. La peur de parler en public, c'est la peur d'être jugé par les autres, c'est la peur d'être ridicule, toutes ces peurs-là sont liées. Et toutes les peurs qui mettent en œuvre les autres de manière négative, parce qu'ils vont vous juger, parce que vous n'allez pas être à la hauteur, cachent en réalité un grand besoin de reconnaissance. La reconnaissance, ça va être d'être apprécié, d'être vu. Et justement, quand on a peur du regard des autres, on va chercher à se cacher. Alors que pour combler son besoin essentiel, on aurait besoin d'être vu. Donc c'est vraiment une piste intéressante. Et peut-être, ça peut vous donner la possibilité, en connaissant ce besoin, de chercher des moyens d'être reconnu qui vous conviennent le mieux. Par exemple, j'ai comblé le mien en écrivant des livres. Comme ça, on me voit et en même temps, je n'ai pas forcément besoin d'assumer constamment le regard des autres, comme pourrait l'avoir une actrice ou quelqu'un qui est tout le temps devant une caméra. Les autres peurs les plus classiques, derrière lesquelles vous pouvez trouver des besoins cachés, il y a la peur de l'inconnu. Donc la peur de l'inconnu, c'est tout ce qui est lié à la mort, à tout ce qui est l'exploration, etc. Et ça cache un besoin de sécurité. Le besoin de sécurité, il peut être comblé par la stabilité. Alors évidemment, ça va entraver la liberté, mais quand on a besoin de sécurité, forcément, on est moins libre. Il y a la peur de la solitude. La peur de la solitude et tout ce qui touche au fait d'être abandonné, au fait d'être éloigné des autres, etc., ça va cacher un grand besoin d'amour. Et pour combler son besoin d'amour, on va revenir juste à ce qu'on disait précédemment, apprendre à se pardonner et à s'aimer soi-même en priorité, pour attirer ensuite l'amour des autres. Faites la même démarche avec vos 3 plus grandes peurs, et ça vous donnera vos 3 grands besoins fondamentaux. Vous n'aurez plus qu'à trouver comment les combler. Voilà, maintenant vous savez comment être doux avec vous, mais pour passer plutôt à un exercice pratique, je vais vous proposer une petite méditation guidée pour reprendre lien avec la douceur qui est naturellement en vous. Donc comme tout à l'heure, je vous propose de vous installer confortablement, mettre en pause la vidéo, et je vous retrouve pour la relaxation. Vous pouvez fermer les yeux, vous détendre, prendre de grandes respirations tout en douceur. Vous concentrez uniquement sur l'air qui entre et qui sort. Et lâchez complètement. Vous allez vous sentir très lourd, comme si votre corps se mettait à peser 1 tonne d'un seul coup.
Et puis tout doucement, vous allez imaginer un escalier que vous commencez à descendre. Chaque marche vous détend un peu plus. Et sur chaque marche, vous laissez un peu de votre passé, un peu de vos soucis. Et plus vous descendez, plus vous vous sentez libre et léger. Vous descendez cet escalier longuement. Il est possible qu'il se transforme, que vous descendiez un toboggan, un ascenseur, ou que vous sautiez dans le vide. L'essentiel, c'est que vous alliez le plus bas possible. Prenez bien votre temps. Arrivé tout en bas, vous allez ouvrir une porte. Cette porte donne sur un paysage magnifique. Ça peut être un paysage que vous connaissez ou un paysage imaginaire, mélangeant des endroits que vous aimez. Vous avancez dans ce paysage et vous trouvez ça merveilleux, ça sent bon, c'est beau, c'est agréable d'y marcher. Vous êtes pieds nus et vous sentez chaque sensation du sol sous vos pieds. Vous allez dans cet endroit trouver un lieu où vous avez envie de vous installer. Un endroit qui a l'air confortable, agréable. Un endroit qui vous fait envie. Vous allez vous y installer confortablement. Prendre le temps d'apprécier cet endroit, la douceur, la volupté. Imaginez que tout est doux autour de vous, que le vent vous caresse doucement, que la musique que vous entendez est magnifique. Chacun de vos sens est comblé par une sensation de douceur totale. Ce cocon, c'est le vôtre, c'est votre sanctuaire intérieur. À cet endroit, vous pouvez revenir autant que vous voulez. C'est chez vous, vous connaissez maintenant le chemin. Et pour y revenir plus facilement, je vous propose de faire un geste avec votre main. Vous pouvez par exemple serrer le poing, ou poser votre main sur votre cœur, ou encore croiser les doigts. Enregistrez ce geste en lien avec ce cocon dans lequel vous vous trouvez, pour que dans votre esprit et dans votre corps, l'information soit bien enregistrée, que ce geste vous ramène à cet endroit magique dans lequel vous vous sentez bien, cet endroit merveilleux, que vous pouvez aussi amener avec vous dans la réalité, puisque même les yeux ouverts, vous pouvez faire venir à vous, en l'imaginant en 3D autour de vous, ce cocon. Il peut vous servir, par exemple, à vous apporter de la douceur à un moment difficile. C'est quelque chose que vous pouvez faire avant de parler en public ou en allant à un rendez-vous un petit peu compliqué, en ayant une discussion avec quelqu'un que vous n'avez pas envie d'avoir. Mémorisez bien la sensation de ce cocon, de cette douceur intérieure que vous êtes capable de vous donner, de la température parfaite qu'il y fait, de la douceur de vivre que vous y sentez, à ce geste bien précis que vous pouvez reproduire, quelle que soit la situation. Quand vous avez bien enregistré Quand vous avez bien enregistré, le lien entre ce geste et ce cocon merveilleux, vous pouvez tout doucement revenir ici et maintenant. Vous avez pris lien avec votre monde intérieur, peut-être que vous le connaissiez déjà, et maintenant, il peut vous accompagner partout où vous êtes.
mais vous pouvez aussi y retourner aussi souvent que vous en avez besoin. C'est quelque chose qui peut vous servir le soir, quand vous avez du mal à vous endormir. C'est un outil qui peut vous être très utile. Le dernier point dont je voulais vous parler pour vous mettre pleinement dans l'énergie de la douceur, c'est la gratitude. La gratitude, c'est l'opposé du manque. Dans notre société, on est souvent dans l'insatisfaction. On en demande toujours plus. On veut avoir le dernier iPhone, on veut avoir la dernière voiture, on veut avoir les vêtements à la dernière mode. Et on se fatigue à toujours vouloir, vouloir, vouloir. La gratitude, c'est être dans l'énergie de la réception plutôt que de la conquête. Encore une fois, l'énergie yin plutôt que l'énergie yang. La réception, c'est difficile. Souvent, on a du mal à recevoir les cadeaux. Quand on nous offre quelque chose, on dit « Oh, t'aurais pas dû !» Ou on culpabilise. Ou alors, quand on reçoit un compliment, on va dire « Oh non, tu te trompes !» Ou on va être gêné, on ne va pas savoir quoi dire. Être dans la gratitude, ça permet de trouver ça naturel, de recevoir des cadeaux, de recevoir des compliments et d'avoir des cadeaux de la vie. Alors, comment se mettre dans l'énergie de la gratitude? Ce que je vous propose de faire, c'est de noter chaque soir, avant de vous coucher, ou chaque matin en vous levant, les 3 choses pour lesquelles vous avez envie de dire « merci la vie ». Ça peut être 3 petites choses anodines qui vous sont arrivées dans la journée, ou 3 grandes choses vraiment importantes. Peu importe, trouvez juste 3 choses. S'il y en a plus, c'est très bien aussi. Mais le fait de faire cet exercice, ça va vous permettre à la fois de vous rendre compte à quel point la vie vous apporte, et aussi à quel point vous pouvez être dans l'énergie de la réception et vous méritez de recevoir. À partir du moment où vous méritez de recevoir, la vie va vous donner encore plus. Vous pouvez en profiter le soir ou le matin quand vous faites votre liste de gratitude pour aussi noter vos plus grandes fiertés. Ça peut être une fierté ou jusqu'à 3 choses que vous avez accomplies dans la journée et pour lesquelles vous avez envie de vous féliciter. Le fait de faire ça, ça va amplifier votre confiance en vous et c'est aussi un très bon moyen de vous donner de la douceur. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais que vous engagiez à vous offrir un bijou ou une pierre ou quelque chose que vous pouvez garder avec vous et voir tous les jours qui symbolise cette nouvelle ère de la douceur envers vous-même. Ça peut être un bracelet, ça peut être une bague, un collier, peu importe, il faut que ce soit quelque chose qui vous appelle. Ne vous précipitez pas sur le premier bijou venu. Choisissez vraiment avec soin quelque chose comme si vous deviez faire un cadeau à votre meilleure amie pour qu'elle se rappelle d'être gentille avec elle-même. Et ce bijou, ça va vous permettre de faire ce pacte avec vous-même, de vous engager pleinement, un peu comme quand on se marie. Vous engager envers vous-même à vous rappeler que ça ne sert à rien d'être violente envers vous. Ça ne sert à rien d'être dur avec vous. C'est complètement inutile, c'est de la mauvaise énergie. Tandis qu'être dans la douceur, c'est pas être dans la complaisance, c'est être dans le flot de la vie. Et c'est ça qui va vous permettre d'accomplir des miracles. C'est grâce à cette belle énergie que vous allez réussir à faire absolument tout ce que vous voulez. Choisissez vraiment un bijou qui vous parle, quelque chose que vous aimez, qui vous plaît et que vous serez fier de porter tous les jours. Et à chaque fois que vous le verrez, vous pourrez vous dire que vous vous aimez et que vous prenez soin de vous. Peut-être un jour, vous perdrez ce bracelet, vous perdrez ce collier ou cette pierre. C'est pas grave, ne vous mettez pas à vous en vouloir, ce sera signe que vous avez intégré cette pratique et que vous n'avez plus besoin de ce rappel.
Je vous souhaite toute la douceur du monde et je vous remercie de m'avoir écouté.